La Réforme a débuté au XVIe siècle et a marqué l'histoire de Genève. Alors quel impact ce mouvement a-t-il eu sur la culture ? On appelle Genève la Rome protestante ou la cité de Calvin. Le réformateur est avant tout un penseur qui a défendu une nouvelle façon de vivre dans cette ville de Genève, cité de foire, pôle d'échange au milieu de l'Europe. C'est une personne complètement habitée par l'étude, par l'interprétation des Écritures, par ses correspondances avec ses alter-ego en Suisse et en France. Donc c'est quelqu'un qui est complètement absorbé par la réflexion intellectuelle. Au cœur de cette réflexion, le rôle de l'apprentissage et de l'étude des textes antiques. Pour propager ce savoir, Calvin crée l'Académie, ancêtre de l'université. Si Calvin en fait crée l'université, c'est d'abord pour apprendre à ses membres à lire, et notamment à lire et à comprendre la Bible, qui est quand même le livre cultuel et culturel central de la Réforme, c'est la Sola Scriptura. Les cours se déroulent dans le bâtiment qui est depuis devenu le Collège Calvin, mais également au plus près des institutions religieuses. D'une part, la chapelle dite des Maccabées, qui a une grande salle sur la chapelle, dont vous voyez les fenêtres, et où des leçons de théologie de Calvin étaient données. Et puis, vous avez la chapelle de Notre-Dame-la-Neuve, qu'on appelle aujourd'hui l'auditoire de Calvin, parce que précisément, elle a été, à la Réforme, transformée en salle de cours pour l'Académie. Cité de refuge pour les Français réformés, Genève devient un pôle idéologique. Les idées qui s'y développent doivent voyager. L'imprimerie, en plein essor, va aider cette diffusion. Genève est devenue une espèce de centre de refuge aussi pour toutes les idées de la Réforme, et beaucoup d'imprimeurs se sont installés à Genève, qui est devenu effectivement un centre d'édition très important en Europe. La bibliothèque de Genève, elle aussi se développe. Et pour remplir ses stocks, elle profite d'un procédé particulier. C'était celui du dépôt légal, c'est-à-dire que tous les imprimeurs qui imprimaient un ouvrage à Genève sous la Réforme devaient en donner un exemplaire pour la bibliothèque. Si la transmission du savoir et la réflexion connaissent un fort essor durant la Réforme, d'autres activités sont tout simplement bannies. Des attitudes qui pouvaient conduire à la transe et donc à l'effusion d'un sentiment trop fort. Et ça, c'est vrai que Calvin a essayé bien sûr de le juguler. Il interdisait la danse. Il n'a pas interdit le théâtre proprement dit, mais il a interdit la danse. Il voyait qu'effectivement il y avait peut-être dans ces gestuels quelque chose qui pouvait désorienter le croyant au-delà des pratiques raisonnables de la religion. Le théâtre, lui, n'est pas interdit. Cependant, les troupes étrangères ne peuvent plus se produire dans la cité et les pièces jouées sont contrôlées. C'est intéressant de voir aussi que Théodore de Bèze, qui est le successeur de Calvin, lui-même était dramaturge. Il a écrit une pièce notamment qui s'appelle L'Abraham sacrifiant en 1550 à Lausanne, avant d'arriver à Genève, qui est considérée par certains comme à l'origine de la tragédie ou du théâtre classique tel qu'il va se développer en France par la suite. Ce théâtre moral qui doit éduquer autant que divertir peut même parfois prendre le dessus sur la religion. En 1746, effectivement, on lit qu'on suspend le sermon pour aller au théâtre, semble-t-il sans protestation de Calvin. La Réforme, c'est aussi le début d'une longue tradition genevoise, celle de l'horlogerie. La Réforme a entraîné une certaine habitude davantage de ponctualité, de rythme du temps notamment de travail. Et on avait à ce moment-là besoin d'horloges qui ne soient pas simplement des horloges à des clochers, mais également des horloges de table portables. Et donc l'horlogerie se développe à Genève à partir de la fin du XVIe siècle, et c'est certainement une influence réformée. Ce mouvement religieux et culturel a donc changé le destin de Genève. Bon nombre d'institutions présentes aujourd'hui encore sont nées à cette époque. Plus tard, Rousseau et les penseurs des Lumières s'appuieront sur ces avancées pour forger leurs idées, mais ça, c'est une autre histoire.